Bienvenue à cet atelier B sur les compétences, le moteur du marché du travail, mais je dirais aussi le moteur de notre industrie automobile. Il y a beaucoup de choses à dire et j'espère que nous aurons un bel échange aussi de points de vue et des bonnes questions et des bonnes réponses. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Luc Janssens. Je suis consultant en gestion de ressources humaines. J'ai une société Talent First qui est établie à Bruxelles et avant cela, j'ai exercé pendant plus de 22 ans des fonctions de direction de ressources humaines dans le monde de l'automobile. Mon dernier employeur d'ailleurs était Toyota Motor Europe où j'étais General Manager ressources humaines. Alors, comment allons-nous procéder? Bien, tout d'abord, chacun des intervenants fera une présentation de 7 à 10 minutes pour exprimer ses idées, ses opinions, ses réflexions sur le thème des compétences. Nous avons Étienne Craillé, directeur de l'École centrale de Lille. Nous avons Romy Boyer, directeur Human Resources Development, PSA Peugeot Citroën. Dr Andreas Riel, qui est Programme Manager Innovation à Les Miracles, un institut de technologie à Grenoble. Et enfin, Eric Constant, Management Consultant chez Enaction. Alors, ne traînons pas. Nous allons commencer, après les interventions de chaque intervenant, je mènerai un débat pendant 25-30 minutes avec les intervenants et ensuite, ce sera votre tour avec une session de questions-réponses. Voilà, je demanderai à Étienne Craillé de s'introduire, de se présenter, de parler un tout petit peu de son école et ensuite de nous faire part de ses idées sur les compétences. Merci. Je suis le directeur de l'École centrale de Lille et j'ai encore récemment présidé également la conférence régionale des grandes écoles de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà. Alors, l'École centrale de Lille, mais je ne suis pas là pour parler que de l'École centrale de Lille, hein, bien évidemment, est ce que l'on appelle en France une grande école d'ingénieurs qui forme au service de l'entreprise, et je crois que c'est ça qui est important, et que nos écoles d'ingénieurs se positionnent très clairement au service de l'entreprise, forment des ingénieurs qui ont vocation à rejoindre des entreprises technologiques, des entreprises de services, quelle que soit leur nature, et donc de former des ingénieurs qui vont contribuer à être des créateurs de richesses, d'activités. Donc là, on est parfaitement en phase par rapport à la profession, quel que soit son secteur d'activité. Si je qualifie les élèves ingénieurs de, entre guillemets, produits, chacun a ses propres produits, c'est un peu délicat, donc je mets des guillemets, nous mettons sur le marché des produits qui sont adaptés et que nous revendiquons adaptés aux besoins des entreprises. Alors pour parler compétences, c'est aujourd'hui, et ce depuis de nombreuses années, qui régit les compétences et ce qui régit nos finalités dans la formation. Je crois qu'il y a eu une longue évolution qui a d'abord amené la formation d'ingénieurs sous la base d'acquisition de savoirs qui sont toujours d'actualité, évidemment des savoirs, et on ne peut pas construire un ingénieur sans qu'il ne possède des savoirs construits sur la base de disciplines. Mais finalement, ce qui va faire sa force pour s'insérer sur le marché de l'emploi et s'insérer dans une organisation et dans une entreprise, c'est bien, et ce sont bien les compétences. Et donc les écoles déclinent leurs projets pédagogiques sur ces compétences. Alors tout à l'heure, on a vu quelques grandes tendances, trends. Si je reprends des grandes tendances en termes de compétences, les projets pédagogiques aujourd'hui sont très clairement positionnés dans la logique de la capacité à innover.
à innover et à entreprendre. Et donc nous avons les outils pédagogiques, les postures pédagogiques et en relation, et c'est ça qui est fondamental et c'est ce que nous recherchons au quotidien, en relation avec les entreprises pour mettre en posture les élèves dans des logiques d'innovation et de culture entrepreneuriale. C'est ce qui va incomber et être important pour l'entreprise. Seconde dimension, la capacité, et ça c'est très important à nos yeux et en particulier à l'École centrale de Lille, cette capacité à avoir un ingénieur qui appréhende les objets complexes et donc à des problèmes qui sont transdisciplinaires, multidisciplinaires, et donc pas un ingénieur enfermé dans une technologie, dans un seul savoir. Si l'entreprise a besoin de spécialités, de spécialistes, il y a moyen d'y répondre également. Il y a soit des programmes spécifiques qui forment les spécialistes, soit après ça, au-delà de l'ingénieur, on voit bien d'ailleurs la différence dans la culture française, et je ne sais pas si c'est allemande, non, autrichienne, pardon. Pour autant, on retrouve bien le titre mis en exergue de docteur, très caractéristique de ces cultures. En France, nous formons aussi des docteurs, mais il est moins dans la culture française de communiquer. Moi, je n'ai pas mis dans mon titre le fait que je suis également docteur, mais c'est bien la différence culturelle entre différents pays. Non, mais c'est très bien. Et je trouve que c'est très, très bien comme cela. Ce qui veut donc dire qu'on peut aussi aller dans l'acquisition d'une spécialité pour être plus pointu dans un secteur et répondre à des besoins spécifiques. Donc, transdisciplinarité. Également, l'enjeu, et ça, il faut que les entreprises le savent bien, c'est le contexte de la multiculturalité et le fait que aujourd'hui, nous formons des ingénieurs dont le marché de l'emploi est mondial, et vous-même, entreprise, recrutez des ingénieurs sur un marché de l'emploi mondial. Et donc, nous nous retrouvons de nouveau en phase, et il n'y a pas à avoir peur de cela. Pour autant, pour recruter après ça, il faut savoir mettre en avant ses spécificités, ses qualités, et ce qui va faire l'attrait des métiers que l'on peut exercer dans une entreprise. Et c'est peut-être le dernier point, et après ça j'arrêterai, que je voudrais mettre en avant. Une des difficultés aujourd'hui que pourrait peut-être ressentir le secteur d'activité, votre secteur d'activité, c'est le fait que par une période un peu économiquement difficile, il peut de façon réductrice parfois donner l'impression d'une image d'un secteur en crise. Or, dans le même temps, et on l'a vu ce matin dans les présentations, c'est avant tout un secteur en innovation extraordinaire. Et je crois que ça, c'est également un enjeu extrêmement important pour faire en sorte que se retrouvent en phase vos besoins, vos attentes et la capacité que l'on peut avoir dans les écoles d'ingénieurs à mettre en relation, entre guillemets, nos produits. Pour autant, et c'est peut-être le dernier point, n'attendons pas, ni vous ni nous, que nous sortions l'ingénieur diplômé. L'interaction, elle se fait profondément en amont. Et c'est ce qui permet, d'autant plus après ça, de sécuriser le recrutement et de bien être en phase par rapport aux compétences que peut attendre ce que vous attendez en termes de compétences de l'ingénieur que vous voulez recruter, si je limite mon propos aux ingénieurs, par rapport à la qualité de ce que l'on aura formé, nous. Voilà. Merci Étienne. Alors je demanderai à Romy Boyer, qui a un métier mais fabuleux, directeur du développement du personnel, des ressources humaines. Donc, il développe tout le capital du groupe PSA. C'est peut-être une des fonctions les plus importantes d'une entreprise et certainement dans le secteur automobile, mais je crois qu'il va nous expliquer tout ça. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, développer le capital humain dans un groupe en crise, c'est un bel enjeu. Mais néanmoins, c'est absolument fondamental pour préparer l'avenir. Et on est bien aujourd'hui dans une discussion sur est-ce que les compétences sont le moteur
de l'industrie automobile. Là-dessus, je n'ai aucun doute. Et notre travail, même en temps de crise, j'ai envie de dire encore plus en temps de crise, c'est d'anticiper et de préparer les compétences de demain qui permettent le rebond et l'innovation dont on a commencé à parler ce matin. Alors, un mot sur PSA tout de même, un mot sur le marché automobile, et puis un mot sur les conséquences des méga-trends, hein, comme nous l'a expliqué M. De Sommer, sur les compétences du secteur automobile et les enjeux liés à ces évolutions. PSA, Peugeot Citroën, bon, vous connaissez tout le monde, je ne vais pas vous faire l'injure de la présentation complète du groupe. C'est le deuxième constructeur européen avec deux marques clairement identifiées, Peugeot et Citroën, toutes deux centenaires, voire bicentenaires, qui est un leader européen aussi bien dans le véhicule particulier que le véhicule utilitaire. C'est un groupe qui fait 209 000 collaborateurs, dont une partie chez Forcia, l'équipementier, et puis la branche automobile qui fait 124 000 personnes, avec quasiment 60 000 ouvriers, donc une industrie qui reste très fortement une industrie de main-d'œuvre. Les défis pour PSA, au-delà de la crise passagère que nous vivons et dont nous espérons sortir très rapidement, il y en a deux. Le premier, c'est de s'internationaliser. Nous sommes encore trop en France et en Europe, si j'ose dire, avec un chiffre d'affaires à l'étranger qui est hors d'Europe, qui est de 38%, et un objectif de 50% du chiffre d'affaires hors Europe à l'horizon 2015. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu pour notre groupe, au niveau stratégique, c'est la montée en gamme et l'innovation. Et là, on va toucher notre sujet, avec une R&D chez nous qui représente 2 milliards d'euros d'investissement par an. Nous sommes en France le premier déposant de brevets, je fais un peu de publicité parce qu'on est au cœur du sujet, et nous venons d'avoir 11 véhicules certifiés Origine France Garantie, ce nouveau label français, dont nous sommes très fiers puisque nous continuons à produire sur le sol français des véhicules avec tout le réseau de producteurs et de sous-traitants dont certains sont représentés dans cette salle. Voilà pour PSA. Pour le secteur automobile, bon, là aussi, vous êtes tous des spécialistes, donc je ne vais pas insister trop. Ce que je veux dire ici, c'est que le secteur automobile, comme vous savez, est en crise assez profonde en Europe depuis 2008, avec en gros une Europe du Nord qui se porte plutôt bien, Allemagne, UK. Encore que ces derniers mois, on voit le dynamisme allemand un peu se tarir. Et puis une Europe du Sud qui est à la traîne. Et dont bien sûr la France qui souffre d'une baisse du marché. Vous savez, deux chiffres principaux. Ça a été dit ce matin par Frédéric Pibiski. Nous sommes sur un marché européen qui était prévu de 18 millions de véhicules en 2009. En 2013, nos meilleures estimations portent ce marché européen à l'horizon 2020 à 13 millions de véhicules. C'est-à-dire que nous avons perdu entre 5 et 6 millions de véhicules de marché entre 2009 et 2013. 5 millions de véhicules, c'est en gros 2 à 3 fois la taille de PSA pour vous donner une idée des conséquences en termes de surcapacité industrielle en Europe. Néanmoins, il y a des endroits qui performent. Le marché chinois boom, avec des taux de croissance qui restent très attractifs. Et un enjeu pour le groupe qui est d'être présent sur les marchés en croissance, dont la Chine, avec des réussites récentes pour nous en Chine. Alors, si je viens maintenant au cœur du sujet, qui est quelles sont les conséquences de ces mutations du marché automobile sur les compétences, et ce qui nous intéresse ce matin, j'en ai trois principaux défis, et puis un quatrième qui est une conséquence. Le premier, clairement, ça a été dit ce matin, c'est le défi écologico-sociétal, c'est-à-dire la bataille du CO2. En Europe, dans des mondes surpeuplés, surchargés, sururbanisés, survoiturisés, je ne sais pas comment dire. En tout cas, il y a un enjeu de réduction, bien entendu, des émissions de CO2. Et j'y reviendrai dans un instant. Le deuxième enjeu, c'est ce qu'on appelle les nouvelles mobilités urbaines, mais pas seulement. Il y a une émission de France Info tous les jours qui s'appelle « Les nouvelles pratiques de l'auto ». Eh bien, c'est cela. C'est comment la voiture devient un service plutôt qu'un bien. Comment la voiture devient de moins en moins un objet de propriété ou de signe extérieur et de plus en plus un service dans lequel on va vouloir retrouver l'ensemble des services que l'on a dans sa vie quotidienne. Donc c'est un enjeu très fort en termes de compétences. Le troisième enjeu en termes d'évolution des compétences, c'est le véhicule connecté. Bon, ça a été dit ce matin, je n'insiste pas, c'est-à-dire finalement toute cette interaction interne-externe entre la connexion dedans, dehors, dans l'environnement que nous connaissons tous et qui va aller de plus en plus dans les années qui viennent.
Voilà les 3 grands défis. CO2, nouvelle mobilité, véhicules connectés. Un 4e qui est la conséquence de tout cela, c'est la nécessité de renouveler complètement notre approche des compétences. Nous sommes dans une industrie automobile en Europe avec une pyramide des âges qui n'est pas belle à voir. Moyenne d'âge chez PSA, 46 ans pour la branche auto. C'est pas jeune. Des recrutements qui se sont taris depuis la crise de 2008. Des pyramides des âges qui sont dégradées chez quasiment tous les constructeurs. Et pour vous donner un exemple, une anecdote, nous avons été contactés très récemment par Jaguar Land Rover en UK qui n'a pas, ou qui n'a plus, de compétences autour de ces sites de Coventry notamment, et qui fait appel à nous pour savoir si nous pourrions leur déléguer des compétences en UK. Donc un enjeu de renouvellement de la pyramide des âges, de renouvellement des compétences, avec des besoins de recrutement qui, selon une étude récente de BIPE et de l'Observatoire de la métallurgie, envisage dans les 10 ans qui viennent un besoin de recrutement par an de 20 à 25 000 personnes en Europe, dont 13 à 16 000 pour les fournisseurs de rang 2. Donc vous voyez, malgré l'image apparente d'une crise profonde du secteur automobile, malgré une certaine désaffection des jeunes en termes d'employeurs, de marque employeur pour les groupes automobiles, il y aura un besoin urgent et très important de renouvellement des compétences dans le secteur. D'où la nécessité pour nous, constructeurs automobiles et filières automobiles, et je vois que Bernard et Emilien Rousseau est là, de travailler ensemble, pas un constructeur seulement, au renouvellement de cette base de compétences autour des 3 enjeux que j'ai cités. Et on pourra, si vous voulez, détailler dans une deuxième partie de la discussion, savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de métier, en termes de sourcing, les conséquences de ce renouvellement de compétences sur nos 3 enjeux stratégiques. Merci Rémi Boyer. Maintenant, je cède la parole à Dr Andreas Riel, des Miracles à Grenoble, cette jolie ville dans les montagnes. Voilà. Merci, bonjour à tous et à toutes, bien sûr, et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc je suis donc manager de l'innovation au sein de l'association Emiracle, qui est donc basée sur Grenoble. Avant cela, j'étais aussi manager de l'innovation dans l'industrie automobile chez une entreprise qui s'appelle AVL en Autriche. Et donc je suis autrichien de l'origine, nul n'est parfait. Mais merci quand même de m'avoir invité. C'est quand même un forum européen automobile. Je me sens quand même un petit peu chez moi, déjà après avoir passé 7 ans en France. Donc, pour ceci, ça va très bien. Bon, en ce qui concerne l'association Emiracle, donc moi j'ai préparé quelques slides pour me faciliter un petit peu le travail ou la tâche de vous expliquer un petit peu notre projet particulier et aussi notre organisation. Donc notre association est issue d'un réseau d'excellence dans le domaine des systèmes de production et de la conception des produits et des services. C'est donc un réseau d'excellence qui a réussi à créer une structure pérenne par la suite de ces réseaux d'excellence. Et aujourd'hui, on travaille donc, on fédère des programmes de recherche, des programmes collaboratifs de recherche, justement dans la thématique des conceptions des produits et des services modernes, de l'innovation en général, et plus particulièrement aussi des programmes de valorisation de recherche, et dans ce domaine-là, des programmes des formations des industriels et aussi des élèves ingénieurs. Et tous ces programmes-là, donc on avait le label français tout à l'heure, nous c'est toujours le label européen, incité par la France un petit peu, mais vraiment créé toujours avec un partenariat européen et avec une forte présence des industriels. Bon, dans ces activités-là, le secteur automobile, bon, à peu près 70% de ce programme-là, on fait avec le secteur automobile. Et là, on travaille notamment avec les Allemands, avec les Autrichiens, comme par hasard, et avec les Slovènes, les Tchèques et autres.
Vous voyez sur le slide, donc sur la partie en haut, là, 6 programmes qui étaient issus, qui ont tous été soutenus par la Commission européenne, et je tiens aussi à remercier la Commission d'avoir soutenu tout ça. Et sont des programmes couronnés avec beaucoup de succès et aux écoles d'ingénieurs en France ou aux universités étrangères et au sein industriel. Donc je prends 2 exemples. Vous voyez e-designer qui s'occupe de la conception intégrée des produits, c'est-à-dire vraiment des processus et les méthodes vraiment de concevoir des produits et des services selon les besoins de tout le cycle de vie, de vraiment prendre en compte tout ça dans les phases très amont de la conception. Et deuxième exemple, qui est, je pense, le plus pertinent par rapport aux enjeux qu'on a vu tout à l'heure, la sûreté de fonctionnement. Parce que si on parle de connectivité des véhicules, si on parle du véhicule autonome, ça se base quand même sur les systèmes très pluridisciplinaires qui marchent en réseau, qui marchent de manière très interconnectée, qui sont, eux, très complexes et pour lesquels il faut assurer qu'ils marchent à toutes circonstances, même s'il y a des parties dans le système qui tombent en panne. Et c'est toujours, bien sûr, le constructeur qui est responsable pour tout ça. Bon, tous ces métiers demandent des compétences très particulières, des compétences qu'on ne développe que dans un parcours professionnel et qui on ne peut développer que dans la collaboration avec des experts dans les différents domaines. Et je reviendrai là-dessus sûrement lors du débat qui va suivre. Tous ces programmes-là sont... Une des caractéristiques de tous ces programmes-là, c'est aussi qu'on innove un petit peu par rapport à la manière d'enseigner tout ça, et aux écoles d'ingénieurs et pour les industriels. On applique un petit peu ce qu'on appelle l'école inversée, c'est-à-dire on laisse les trainees étudier le matériel de cours soi-même ou eux-mêmes, à la maison, au bureau, peu importe, grâce au e-learning. Et on met le focus d'apprentissage dans le travail en groupe sur les exercices. On les laisse préparer pour chaque thématique principale, élaborer un exercice, un devoir plus ou moins. Et on profite de la présence en salle justement pour travailler sur ces aspects pratiques. Et il faut dire qu'on a beaucoup de succès avec cette façon d'enseigner aussi et notamment auprès des industriels. Pour les écoles d'ingénieurs, c'est encore un peu plus difficile parce que c'est la culture encore du jour ici. Les élèves ne sont pas encore complètement habitués à ce mode inversé plus ou moins d'apprentissage. Bon, et là, ça m'amène à l'activité principale que je souhaiterais présenter ici. Il s'agit donc d'un programme pilote aussi du programme Horizon 2020 de Bruxelles. C'est le seul programme sélectionné pour le secteur automobile. Il s'agit de créer une alliance de connaissances entre les industriels, qui sont ici représentés notamment par des clusters automobiles, des labos de recherche, ici représentés par nous-mêmes et l'Université de technologie à Grasse, et des entreprises qui font du consulting auprès des entreprises automobiles, telles que ISN à Grasse ou Symbol. Et donc, premier objectif, c'est donc créer cette alliance pérenne sur la base duquel il y aura donc des programmes, des formations très très pointus et qui répondront très clairement aux besoins futurs du domaine automobile. Premier exemple, c'est l'aspect de qualité. C'est donc ce programme Aqua, donc ça c'est le nom pour l'association, mais c'est en même temps aussi le nom de ce premier programme de formation qui vise à fédérer les différents métiers qui travaillent dans les entreprises, donc les constructeurs, mais notamment des équipementiers de rang 1 et 2,
sur les aspects de qualité, mais chacun sous un point de vue différent, c'est-à-dire sous un point de vue de la production des produits, sous un point de vue de la sûreté de fonctionnement du système et sous un point de vue de logiciel, et de qualité du processus de logiciel. Sur cette base-là, et ça c'est le dernier transparent, qui vous présente un petit peu l'architecture de cette formation-là, et on est convaincu nous aussi que le futur des programmes de formation pour les professionnels, il faut aussi les concevoir de manière qu'ils sont portés par une architecture assez intelligente, c'est-à-dire on applique un petit peu une boîte à briques telle qu'on connaît de MBQ, de Modular Querbaukasten de chez VW, où l'entreprise a donc la possibilité de sélectionner des modules de cours qui répondent très clairement aux besoins spécifiques. Et en l'occurrence, là, pour les aspects de qualité, vous voyez dans les barres verticaux ici, donc là en haut, d'abord, vous trouvez les domaines compétences qui s'occupent justement de différents aspects de qualité. À gauche, Automotive Spice ou le standard ISO 15504 derrière, qui porte donc sur la qualité des processus de développement du logiciel. Au milieu, vous avez la sûreté de fonctionnement, notamment portée par le standard ISO 26262. Et à droite, Six Sigma, le standard qui s'applique notamment dans le domaine de la production. Et vous voyez en bas, dans les barres horizontaux, des programmes de formation pointus qui existent déjà pour chaque domaine, pour le Spice, pour la sûreté de fonctionnement et pour le Six Sigma. Mais le problème, c'est que les compétences qui manquent, c'est des personnes qui savent vraiment créer des liens entre ces différents experts, et on a besoin de ces experts, par exemple, pour un équipementier de rang 1, lorsqu'il se fait évaluer pour la qualité de ses produits et de ses processus. Il faut des experts qui connaissent, qui ont une connaissance, et c'est ça qui est représenté à la couche au milieu, là, les modules qu'on va développer, connaître l'essentiel pour réussir à intégrer plus ou moins les travaux des 3 experts, chacun de son domaine. Bon, je m'arrête ici parce que je pense que de toute façon, on aura encore l'occasion d'y revenir. Merci Andreas. Oui, je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que moi, personnellement, je suis par exemple fort intéressé par ces programmes tout à fait particuliers qu'Emiracle développe ou co-développe dans le monde de l'automobile. On y reviendra. Alors enfin, je donne la parole à Eric Constant, qui nous vient de Paris, qui est Management Consultant chez Enaction, mais je crois qu'il nous expliquera un tout petit peu ce que Enaction fait exactement. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, Eric Constant, je suis aujourd'hui associé au sein du cabinet Enaction. Préalablement à cette activité de conseil, j'ai exercé des activités de DRH pendant de nombreuses années dans le secteur automobile, chez des équipementiers, en France et à l'étranger, aux États-Unis, au Japon, pour des équipementiers de premier rang. Alors Enaction, qu'est-ce que l'on fait? En fait, chez Enaction, nous faisons à la fois du conseil stratégique et opérationnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire du conseil stratégique et opérationnel? C'est-à-dire que, en fait, nous essayons d'accompagner les entreprises dans la définition de leur stratégie, qu'elle soit de ressources humaines ou autres. Et puis ensuite, dans l'accompagnement, nous les accompagnons dans la mise en œuvre de cette stratégie, avec une démarche qui associe, ce qui est rare parfois quand on a affaire à des grands cabinets de conseil, qui associe à la fois donc une approche de recommandation ou de prescription avec une approche maïeutique issue du coaching qui permet effectivement, je dirais, d'ancrer au sein de l'entreprise le changement qu'elle essaye de mettre en œuvre.
Voilà ce qu'il y a à dire. Bon, nous sommes un cabinet de taille moyenne, hein, enfin même de petite taille, puisque nous sommes 6 consultants seniors. On n'a pas de juniors chez nous. Et nous sommes basés à Lyon, à Paris, et nous œuvrons sur des entreprises, je dirais, de différents secteurs, pas seulement de l'automobile, et en France et à l'étranger. Alors, quand j'ai été invité à participer à cette table ronde sur les compétences, je me suis d'abord intéressé à me dire finalement c'est quoi pour un entrepreneur et c'est quoi pour moi finalement une compétence. Et une compétence, j'ai essayé de la définir d'une manière un peu particulière, que sans doute vous connaissez déjà, mais qui me paraît être au cœur de la problématique en tout cas que nous adressons dans notre activité, qui est finalement une compétence, c'est un savoir en action. C'est bien d'avoir des compétences, il y a plein de gens très compétents dans les entreprises. La problématique que l'on rencontre parfois, c'est effectivement d'arriver à transformer ce savoir en une activité et à faire en sorte que ce savoir se mette en action. Et ce savoir se mettant en action, finalement, ça nous amène à une réflexion qui est proche du développement du leadership. Et comment, en tant que participant à une organisation, on peut influencer son activité et donc exercer un leadership sur l'ensemble. Alors, il n'y a pas pour être leader, il n'y a pas besoin d'être manager, bien entendu. Tout le monde aujourd'hui est leader dans son organisation grâce au développement d'un certain nombre de processus transverses que tout le monde connaisse bien. Alors dans l'industrie automobile, moi j'ai souvenir quand même de mes activités précédentes. Et dans l'industrie automobile, on est quand même depuis de nombreuses années, et là rien de nouveau sous le soleil, ça fait bien une vingtaine d'années que ça existe, dans des activités finalement qui sont assez structurées, qui sont très transversalisées, qui mettent en place des process très structurants et qui conduisent finalement la nécessité de beaucoup partager et d'être capable d'interagir à la fois, je dirais, entre les fonctions et d'interagir aussi entre les territoires et entre les différentes personnes. Donc, à ce titre, les quelques compétences sur lesquelles, je dirais, il me semble intéressant de s'attarder. Là non plus, je ne vais pas défoncer des portes ouvertes. On en a entendu parler ce matin, on en a encore entendu parler tout à l'heure de la part de notre ami de l'école centrale. En fait, ce qui va être important et ce qui est d'ores et déjà important aujourd'hui dans les entreprises, c'est une adaptabilité. Dans cette adaptabilité, finalement, en tant que compétence d'adaptabilité, c'est quoi? C'est à la fois d'être capable d'affronter un monde fait d'incertitude, mais au-delà de ça, c'est aussi, je dirais, la capacité à avoir cette transfonctionnalité, ou en tout cas cette capacité non seulement à parler en tant qu'expert d'un domaine, mais également d'être ouvert et d'avoir une formation suffisante pour être ouvert finalement à un dialogue et être capable de comprendre les autres compétences de l'organisation. La deuxième compétence que je vois importante, c'est une compétence qui tourne autour de l'innovation et de la créativité. Quand on parle d'innovation et de créativité, bien entendu, on parle là, je dirais, de la capacité à maîtriser les outils de créativité et être capable, je dirais, de travailler dans l'innovation. Il y a une troisième compétence que j'avais notée, qui est une compétence de coopération, là qui fait appel finalement à un développement d'une compétence d'intelligence sociale, être capable d'interagir avec, je dirais, les différentes composantes de l'entreprise, où qu'elles soient. Et pour cela également, je dirais, la quatrième, ça sera l'écoute et la communication, très important dans une organisation, je dirais, où on va faire appel à beaucoup de collaboratifs et beaucoup d'intelligence collective, d'être capable de communiquer, d'écouter, de s'enrichir, et également, je dirais, bien entendu, plus prosaïquement, quand je vois, je dirais, les gens qui sont présents dans la salle ici, je dirais, c'est peut-être moins difficile pour la génération Y, un peu plus difficile pour les gens comme nous, mais être capable aussi de maîtriser l'utilisation des outils numériques, etc. Voilà. Et puis la dernière composante, c'est une composante, ou en tout cas la dernière compétence, c'est la compétence interculturelle. C'est la capacité effectivement à
travailler dans des univers multiculturels, être capable bien sûr de parler des langues. Aujourd'hui, dans l'industrie automobile, on voit bien que, je dirais, les plateformes sont mondiales, les développements sont régionalisés, il y a des équipes qui se parlent, qu'ils soient positionnés au Japon, en Chine, au Brésil, en Europe, en France ou ailleurs. Et à ce titre, il est bien sûr nécessaire d'avoir un langage commun, mais il est également nécessaire de pouvoir œuvrer, travailler dans un domaine, enfin dans l'interculturel au sens de la diversité. Alors c'est vrai que dans l'industrie automobile, il y a encore une preuve ce matin, il n'y a pas beaucoup de femmes, hein, encore. C'est peut-être souhaitable d'en avoir un peu plus, mais enfin, moi déjà, quand je travaillais à l'époque, il y a 20 ans, dans le domaine industriel de l'automobile, on en parlait déjà. Ça a progressé, mais ça n'a sans doute pas assez progressé. Mais en tout cas, voilà, ce sont des savoirs qu'il faut, qui me semblent aujourd'hui être importants. Voilà ce que j'avais à dire, et je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci. Je crois que c'était très intéressant et je crois aussi que le petit exposé d'Éric Constant permet de lancer le débat. Parce que ce que je voudrais aborder pendant le débat, c'est les éléments suivants. Un, de quelles compétences parle-t-on? Deux, comment attirer ces compétences? Comment se présente le marché du travail aussi avec une vue sur l'avenir, bien évidemment. Comment développer ces compétences une fois qu'elles sont dans nos entreprises. Comment les gérer, comment les maintenir. Et alors aussi, c'est un point qui me tient fortement à cœur, comment rendre le secteur automobile, le grand secteur automobile, plus attractif. Bon, alors, les compétences. Bon, Éric Constant a parlé d'adaptabilité, d'innovation, de créativité, de diversité et d'interculturalité. Voilà. J'aimerais demander aux autres intervenants s'ils partagent le point de vue d'Éric Constant en ce qui concerne la question à savoir si ces compétences sont effectivement les compétences prioritaires au niveau de notre secteur et est-ce qu'il y a des changements en vue. Je ne sais pas qui va prendre la parole, Andreas. Oui, peut-être. Donc, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec la pertinence de ces connaissances. Malgré tout, je pense que ce n'est pas tout à fait des compétences qui distinguent peut-être le secteur automobile d'autres secteurs, parce que peu importe quel secteur on regarde, hein, tout la globalisation s'applique à pratiquement tous les secteurs, donc les aspects interculturalité, cette intelligence sociale que vous avez évoquée, c'est bien sûr la base presque de réussir dans à peu près tous les secteurs, ça c'est sûr. Je pense plus particulièrement dans le secteur d'automobile, c'est quand même ce fort besoin d'intégration de différents métiers dans un contexte qui est quand même très très contraint, je dirais presque, par des structures qui sont quand même très rigides par rapport à la sectoration des différents métiers. Et aussi, tout ça dans un environnement avec tous les aspects qui s'appliquent justement au secteur des produits de grande consommation, donc pour un marché de masse. Hein. Donc si je reprends l'exemple de la sûreté des fonctionnements, par exemple, hein, ces compétences de savoir, de comprendre le système en tant que tel, hein, de savoir créer des liens entre les différentes expertises telles que logiciel, telles que mécanique, telles que hydraulique, électronique, peu importe, qui finalement jouent, tous ces aspects jouent qu'un système se comporte de manière sûre et fiable.
hein. Et si on prend ces aspects en compte dès le départ de la conception de produits, ce qui implique bien sûr que tous ces experts travaillent réellement ensemble, et là aussi c'est l'organisation bien sûr qui joue, hein. On a besoin des compétences, mais on a aussi besoin des nouvelles organisations, à mon avis, dans les différentes entreprises. Et c'est là aussi d'ailleurs où on accompagne les entreprises un petit peu pour que ces types de compétences, justement l'intelligence sociale, puissent s'appliquer et être mises en valeur, hein, dans l'entreprise. Et là, donc, par exemple, dans le secteur avionique, hein, là aussi, on a cette pluridisciplinarité, mais on est quand même dans un marché avec des caractéristiques complètement différentes. Et là aussi, l'exemple de sûreté de fonctionnement, je peux m'accorder d'avoir d'une redondance, par exemple, des systèmes, d'avoir des modules dans le système qui sont de très très haute qualité et du coup très très chers. Mais dans l'automobile, je ne peux pas. C'est toujours un compromis entre du hardware de très très haute qualité et tout ce qui le hardware n'arrive pas à assurer, il faut compenser avec du logiciel, hein. Et donc intrinsèquement, c'est déjà deux, mais en plusieurs associés, bien sûr, aussi dans la production. Hein, si la production ne réussit pas à implémenter plus ou moins des besoins pour la sûreté des fonctionnements, le système en entier ne va pas fonctionner, hein, tel qu'il faudrait. Hein. Donc ce besoin est très très fort, et moi je crois donc tout c'est correct, ces compétences-là. Nous on dit toujours c'est des compétences d'intégration, différents métiers, mais je reste convaincu c'est aussi un sujet de culture organisationnelle dans les entreprises qui joue un très très grand rôle. Merci Andreas. J'aimerais poser une question à Rémi Boyer pour un tout petit peu approfondir ce sujet de compétences spécifiques. En posant concrètement la question, mais qu'est-ce qui différencie le monde de l'automobile ou le secteur automobile en matière de compétences par rapport à, par exemple, un autre secteur très concurrentiel, celui des fast consumer goods, hein? Un homme politique français qui est décédé il y a très longtemps, il disait la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. J'ai envie de dire que la compétence c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est-à-dire que on a un socle, enfin nous le distinguons chez PSA, Peugeot Citroën, les compétences dites techniques, donc celles qui sont acquises ou réputées acquises, monsieur le directeur, dans les écoles qui nous fournissent les produits ingénieurs, n'est-ce pas ? Et puis les compétences dites comportementales. Bon, les compétences techniques s'appuient sur 113 métiers chez nous, chez PSA. Bon, on a la même structure chez Renault, hein, c'est pas. Et ces compétences techniques, elles sont à la fois acquises en formation initiale et elles sont cumulatives au fur et à mesure qu'on va les approfondir dans le parcours de carrière et technique à l'intérieur de l'entreprise. Ensuite, on a les compétences comportementales. Et je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on va être ici sur des compétences qui sont plus adaptatives, où on va travailler la coopération, l'influence, l'interculturalité, la capacité de travailler ensemble, etc. Bon. Alors, ça, c'est un peu le schéma général. Après, pour répondre à votre question plus précisément, qu'est-ce qui distingue finalement l'automobile de l'aéronautique, de la filière agroalimentaire ou je ne sais quoi d'autre? C'est d'abord le produit. C'est-à-dire que la voiture est un produit infiniment complexe, comme l'est un peu un avion. Puisqu'on va être à la fois sur un produit de haute technologie, bon, je ne m'étends pas là-dessus, je pense que vous connaissez bien le produit, et puis de grande consommation. C'est-à-dire qu'on veut à la fois d'une voiture qu'elle réponde à des exigences de performance économique, sociale, de coût, de connectivité, et en même temps qu'elle démarre tous les jours en allant travailler, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Et tout ça, bien sûr, en fiabilité, avec le moins de panne possible et au meilleur coût pour le client. Donc le produit lui-même est déjà une synthèse des compétences techniques qui est difficile d'identifier par rapport peut-être à d'autres filières. Si je réponds plus précisément, qu'est-ce qui distingue l'automobile d'autres produits? Je dirais d'abord, il y a cette dimension d'intégration des processus de production, d'innovation, de conception. Et en effet, là, on va être sur comment
travailler inter-silo ou inter-métier ou inter-fonction pour arriver au produit final. Et chez nous, vous savez sans doute que un poste clé, c'est le responsable de projet véhicule, c'est-à-dire la personne qui va conduire un projet entre 3 et 4 ans pour mener à bien le produit jusqu'à l'industrialisation. Et cette personne-là et l'équipe qui est autour, par soi-même, c'est un exemple d'intégration de compétences. Donc il y a ça, il y a la compétence automobile pour répondre à l'intégration de la complexité de production du produit. Un deuxième élément qui distingue peut-être l'industrie automobile, c'est, je dirais, tout ce qui va autour du design, de la conception. On est sur des métiers qui combinent de l'intuition, de la créativité, de la haute couture, j'ai envie de dire, parfois du dessin de haut niveau, et puis j'ai envie de dire, de la raison, de la rationalité de l'ingénieur, qui consiste à remettre dans un cadre opérationnel et dans des exigences de coût et de performance qualité, un monde de rêve. La voiture, c'est aussi ça, c'est le rêve, c'est la liberté, c'est des enjeux individuels et collectifs qu'on doit ramener dans un cadre très opérationnel de produits normés, homologués, avec des exigences de coût et de qualité. Et puis peut-être une dernière chose qui distingue l'automobile par rapport à d'autres secteurs, c'est peut-être, j'ai bien aimé ce qu'a dit le SGAR ce matin, c'est une compétence qu'on a parfois du mal à adresser, qui est le marketing produit. Nous sommes sur des cycles longs, puisque un véhicule a une durée de vie entre 5 et 7 ans, une fois qu'elle est achetée, et un cycle de conception-innovation va être entre, disons, 3 et 4 ans, peut-être un peu moins si on va plus vite, mais disons 3-4 ans. Bon, c'est-à-dire que la voiture que nos ingénieurs de R&D, de Vélizy, sont en train de concevoir aujourd'hui, à l'heure où nous parlons en 2013, sera mise sur le marché en 2016 ou en 2017. Je vous mets au défi de me dire quel sera le paysage de connectivité des smartphones et l'intégration de la connectivité dans 4 ans. Qui aurait pu imaginer il y a 4 ans cette rapidité, comme ça a été rappelé ce matin, de croissance des nouvelles technologies et de connectivité. Et donc tout ce travail à la fois de perception du marché, j'ai envie de dire d'un point de vue presque sociologique, quelles seront les attentes du client dans 4 ans, de la société, des gouvernements, des régulateurs, et ramener toute cette complexité vers le produit avec 3 à 4 ans d'avance, pour une voiture qui elle-même va durer 5 à 7 ans après sa mise sur le marché, c'est-à-dire qu'on est maintenant en 2023. Voilà quelques enjeux qui font que l'industrie automobile est spécifique dans la gestion de complexité et donc dans l'appel des compétences qui vont permettre de résoudre ces complexités. Je voudrais bâtir sur ce que vous avez dit en posant une question à Monsieur Cray. Voilà. Dans son exposé, Remy Boyer a également dit qu'il y a une grosse nécessité de renouvellement quasiment total des compétences, entre autres en tenant compte de notre pyramide d'âge. Remy Boyer a aussi expliqué que il y a des défis de compétences en matière d'écologie, nouvelle mobilité, de véhicules connectés, etc. Alors je me demande en quelle mesure les autres écoles, comme celle de Lille, pour les ingénieurs, préparent ce changement, ce renouvellement, donc l'avenir. Très bien. D'abord, moi, je me retrouve pleinement dans tout ce qui a pu être dit au préalable. Et nous revendiquons former des compétences, mais des compétences finalement, globalement, assez génériques. Et si l'on veut, après ça, que se retrouve le mariage entre l'ingénieur diplômé et le secteur d'activité spécifique, il faut quelque part que ces compétences soient effectivement plus instanciées à la spécificité de vos métiers. Et ce mariage-là, il ne peut se faire que par le contact étroit de la profession avec les établissements d'enseignement supérieur. Nous, jamais, nous ne revendiquerons par nous-mêmes former à des secteurs spécifiques. Ce n'est pas notre positionnement.
Par contre, il est clair que les gens que nous formons, il faut qu'ils prennent conscience de ces secteurs spécifiques, de leur spécificité et de leur intérêt propre qui les amènerait à s'orienter vers ces débouchés, vos débouchés. Et là, je crois, et c'est bien ce qui fait la force de nos écoles, c'est leur volonté d'ouverture et l'ensemble des leviers dont nous disposons pour vous mettre en interaction avec finalement les étudiants que vous allez recruter. Et le législateur a fait énormément de choses dans ce contexte-là. Forcément, vous travaillez avec de l'apprentissage, forcément, vous travaillez avec des contrats de professionnalisation, forcément, vous avez de nombreux stagiaires dans vos entreprises, forcément, vous accueillez également des étudiants qui, justement, veulent s'imprégner de cette culture-là et de la spécificité de vos métiers, souhaiter, avant de finaliser leur propre formation, faire aujourd'hui ce que l'on appelle une année de césure. C'est, à nos yeux, un outil très important et très intéressant, sous la base d'un volontariat, de développer une culture spécifique de futurs ingénieurs par rapport à tel ou tel secteur d'activité, pour leur permettre, après ça, d'y aller en toute connaissance de cause, sans jamais, et ça c'est là-dessus que nous serons toujours vigilants, sans jamais les y enfermer. Et donc ces enjeux, c'est effectivement à nous d'une part d'en parler, et nous en parlons dans la formation, c'est aussi aux entreprises d'aller en témoigner pour montrer quels sont bien leurs enjeux sectoriels et ce qu'elles attendent de leurs futurs collaborateurs. Et donc moi je reste très attaché à cette connectivité, sans jeu de mots, là on parlait de connectivité par rapport aux véhicules, mais à cette connectivité avec le monde industriel et la formation. Et je vais donner des exemples où, après ça, des élèves ingénieurs n'auraient jamais imaginé aller partir travailler chez tel ou tel constructeur. Je prends un exemple qu'on a eu, nous, avec PSA, dans un registre de l'innovation. La question posée par le constructeur, c'est de dire on voudrait que chacun de nos passagers puisse écouter sa propre radio, sa propre musique spécifique. Et ça ne va pas plus loin dans la question. Et ça, c'est important. Parce qu'il n'est pas question de poser des sujets bien ficelés de telle sorte qu'après ça, il n'y ait plus qu'à résoudre un problème avec une seule solution. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va innover. La question se limitait à ça. Et finalement, ce qui est sorti des élèves ingénieurs sans complexe et accompagnés par des laboratoires, c'est de développer des haut-parleurs avec spatialisation du son. Concrètement, vous pouvez habiller un pavillon d'automobile avec 4 haut-parleurs et où vous avez un espace volumétrique restreint dans lequel le son est audible. Et si vous dégagez la tête de cet espace volumétrique, vous n'entendez plus rien. Voilà une vraie innovation qu'on retrouve après ça dans les aéroports. Vous avez des endroits, des plots en deçà desquels vous vous mettez et vous entendez des consignes. Et si vous dégagez de cet endroit spécifique, vous n'entendez plus de son particulier. Voilà comment on peut répondre à l'innovation et comment on peut après ça faire comprendre des enjeux technologiques, des enjeux d'innovation dans un secteur où peut-être que des acousticiens au sens de la discipline n'auraient pas naturellement imaginé aller travailler dans un constructeur automobile ou chez un équipementier automobile. Alors qu'on par ailleurs on peut imaginer dans le même temps que des problèmes d'acoustique, il y en a sur plein de registres dans la mécanique automobile, bien évidemment, et dans la motorisation. Voilà. Alors, que vous dire de plus par rapport à cela ? Soyez conscients, et ça c'est une grande chance que l'on a, certes on est dans un état d'esprit un peu tous neurasthénique, la société ne va pas bien, l'économie ne va pas bien. Pour l'instant, le marché de l'emploi est aujourd'hui encore très concurrentiel. Et ça, c'est encore une chance que nous pouvons, nous, avoir par rapport aux ingénieurs que nous diplômons. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de nouveau de cette interaction forte si les entreprises veulent pouvoir recruter les cadres dont elles ont manifestement besoin et dans les années à venir. Merci. Et vous me donnez l'occasion d'aborder un de mes gros points d'intérêt et de frustration. C'est la communication du secteur, la communication externe des compétences requises. Alors je me suis amusé en préparant ce forum de visiter les sites web corporate de
8 ou 9 grands constructeurs. Alors, j'ai quand même été hautement surpris. Tout le monde parle ou dit « People are our most valuable asset », mais je vous assure, ça ne se retrouve aucunement sur les sites corporate des grands constructeurs. Il n'y a que 3 constructeurs, grands constructeurs, qui expliquent assez clairement leur valeur. Je ne parle pas encore de compétences, de valeur en matière de ressources humaines. Quant aux compétences requises, mais je dois constater que si elles sont mentionnées, cela reste très, très vague. Alors, il y a même un constructeur qui n'aborde aucunement sur son site officiel sa vision de ressources humaines. Alors, en résumé, il n'est pas aisé de connaître l'avantage compétitif de la plupart des constructeurs, et d'ailleurs, ça vaut en partie également pour les fournisseurs et les sous-traitants. Donc, en résumé, il n'est pas du tout aisé de connaître l'avantage compétitif de la plupart des constructeurs en matière de ressources humaines, et encore plus difficile de savoir les compétences prépondérantes. Alors, ça confirme ma propre conviction que la communication externe pour attirer les compétences requises est très, très perfectible, et en même temps se plaint de ne pas pouvoir attirer toujours les bonnes compétences, qu'il y a un manque de certains métiers sur le marché du travail. Je ne parle pas uniquement de la France, ça vaut pour toute l'Europe. Alors, est-ce que quelqu'un parmi les intervenants pourrait m'expliquer cette faiblesse en communication? Quelles en sont les raisons profondes et quelles actions entreprendre? Qui est-ce qui pourrait répondre? Ah oui, mais... Écoutez, bon, il est clair, on est dans un paradoxe. C'est-à-dire, d'un côté, lorsque nous organisons des forums écoles, et nous allons à la rencontre des étudiants, nous avons toujours des foules. Y compris PSA, qui est quand même pas dans sa meilleure des formes depuis 2 ans. Mais nous avons toujours des queues. Bon. Donc l'attractivité reste bonne. Si on prend des phénomènes sportifs, citons Sébastien Loeb, qui est notre grand champion, je rappelle, 9 mois champion du monde du rallye sur Citroën, et avec quelques exploits chez Peugeot récemment, bon, c'est quelqu'un qui attire énormément les jeunes. Sébastien Loeb, c'est une figure du sport automobile, il y en a d'autres. Hein. Donc le produit auto, dès qu'on montre un produit dans des forums, il attire. Donc l'attraction reste quand même bonne, hein, à la fois en produit d'appel, si j'ose dire. Bon. Maintenant, bon, il y a pour répondre concrètement à votre question, il y a des situations dans lesquelles on ne recrute pas ou plus. C'est le cas de notre groupe depuis 2 ans. Bon, après avoir recruté beaucoup d'ingénieurs et cadres en 2010, on a subi de plein fouet la vague, la crise, et donc on a stoppé nos recrutements. Donc c'est moins facile, si vous voulez, de parler de recrutement, d'attractivité sur le web quand on ne recrute pas du tout. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller faire une promesse employeur auprès des jeunes si c'est pour leur dire, écoute, c'est bien, mais il y a 0 job pour toi à l'entrée. Hein. Donc il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Néanmoins, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'en termes de discours sur l'attractivité et surtout la richesse de la filière auto. Ce que nous disent les jeunes qui rentrent chez nous, il y en a quand même qui rentrent, c'est qu'ils sont pas les primo-entrants, mais des gens qui ont 5, 6, 7 ans de boutique. Ils nous disent tous, j'aurais jamais imaginé une telle diversité, une telle richesse de métiers dans l'automobile. Parce qu'ils sont capables de faire 3 ans en conception, puis 3-4 ans en usine, et puis pourquoi pas aller à la banque, hein, on n'a pas cité cette compétence-là, mais à la banque PSA Finance, si ça les intéresse, puis de partir en Chine dans un site, puis de faire du lean management, puis pourquoi pas d'aller tâter de la vente dans une succursale de vente, et ainsi de suite. Et cette richesse de parcours, c'est vrai qu'on ne la valorise pas assez. Et c'est une attente forte des jeunes de la génération Y que d'avoir plus de visibilité sur cette diversité, cette richesse de parcours. Alors, je vous rassure, nous y travaillons. Nous avons un projet de marque employeur qui est en cours d'étude et qui, j'espère, va aboutir bientôt pour
complètement prendre en compte ce que vous venez de dire et changer l'image de l'industrie automobile qui, encore une fois, est attractive et le restera en termes de besoin de compétences. Bon, je ne suis sûrement pas bien placé pour répondre à la question des raisons pour tout ça, parce que je ne représente ni un constructeur ni un équipementier, mais juste quelques idées là-dessus. Donc, première chose, je pense que un levier pourrait être justement cette chose on vient d'évoquer plusieurs fois, créer des liens beaucoup plus étroite entre les établissements de formation et d'éducation, donc les écoles et l'industrie, ce qui peut aller jusqu'au modèle d'alternance, hein, ce qu'on trouve en Allemagne par exemple, où vraiment les ingénieurs voient très très tôt comment un projet d'automobile se déroule. Mais il ne faut pas forcément aller aussi loin, je dirais. Si je prends comme exemple aussi le Formula Student, hein, des projets où des équipes d'ingénieurs sont amenés à construire eux-mêmes une voiture qui marche finalement, hein, et qui marche avec des contraintes quand même assez fabuleuses, hein, au niveau de ce qu'ils ont à disposition justement pour faire marcher une voiture de compétition, avec tous les aspects marketing associés, avec tous les aspects déjà de procuration de budget et tout, hein, présentation de produits et tout ça, ou même en petite échelle, et pas si petite que ça quand même, ils sont directement en contact avec les différentes activités qu'ils allaient trouver après dans les entreprises. À ma connaissance, une très très grosse partie des étudiants qui participent à ce genre de projet-là, ils atterrissent directement soit chez un équipementier ou chez un constructeur. Hein. Donc je pense qu'il nous faut plus des projets pratiques comme ça, mais notamment plus de visibilité des choses qu'on fait réellement dans les différents systèmes et sous-systèmes. Hein. Bon, un dernier point au sujet de la communication, etc. Je ne parle pas uniquement des jeunes ici, hein, je parle toutes les tranches d'âge, de tous les métiers. Il est étonnant, et ce n'est pas uniquement un phénomène européen, c'est un phénomène mondial. Il est étonnant et dommage et préjudiciable, à mon avis, pour attirer les meilleures compétences appropriées. Il est surprenant de voir qu'à l'exception de une ou deux marques allemandes, aucun constructeur, aucun fournisseur, aucun sous-traitant dans le monde de l'automobile, dans aucun pays, ne figure dans le top de la liste des preferred ou best employers. Aucune de ces sociétés ne figure au top de la liste ou des listes en matière de corporate social responsibility. Bon, ce sont deux éléments qui gagnent en importance. OK, grâce aux produits même, il y a encore une attirance pour le secteur. Mais ça ne continuera pas à être suffisant. Il faut travailler sur des autres éléments. Alors, ma question est, quels sont les éléments explicatifs de ce phénomène de ne pas voir, à part surtout BMW, de ne pas voir entre guillemets, des employeurs préférés dans le secteur automobile? Pourquoi cette réalité ne change pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que quelqu'un pourrait... Oui. Juste un petit mot. Je suis en phase avec ce que vous avez dit et ça renvoie à votre propos précédent sur la notion de valeur, quelque part. On parlait de compétences. Et donc, quand on parle de compétences, on parle de sa capacité à exercer son métier.
Et ce métier, il est multiple, il est riche de sa diversité, et ainsi de suite. Mais quelque part, aujourd'hui, les salariés, ils veulent aussi quelque part vivre, et vivre y compris, bien évidemment, dans l'entreprise. Et que cette vie, elle n'est pas simplement déclinée par l'exercice de son métier, mais cet environnement que l'entreprise va lui fournir en termes de qualité. Voilà, c'est peut-être le résultat de la génération 35 heures et ainsi de suite, mais bon, c'est bien la réalité de la génération Y. D'où le fait que cela renvoie à des entreprises, souvent aussi après ça des entreprises IT, dans le numérique et ainsi de suite, qui ont de nouvelles formes d'organisation, de préoccupation, en particulier des jeunes diplômés qu'elles recrutent, et qui donnent une image très volontariste par rapport à cela. Donc là, il y a un véritable enjeu sur lequel doivent répondre les entreprises, oui. Ma perspective, elle est un petit peu différente de ce que je viens d'entendre. J'ai l'impression que dans ce débat, on a une perspective compétence, ingénieur, haut de la pyramide. Moi, de mon expérience dans le monde automobile, je dirais, si j'entends ce matin, quand on disait, je ne sais plus qui disait ça, la personne de Deloitte qui présentait les effectifs, je crois, hein, il y avait 19 000 personnes, 12 000 personnes, enfin il y avait 25 000 personnes, je crois, qui travaillaient dans l'automobile dans le bassin nord. Ça m'étonnerait que dans ces 25 000 personnes, il y ait 25 000 ingénieurs. Et pourtant, l'industrie automobile, les équipementiers notamment, que je connais un peu mieux que les constructeurs, sont des industries qui délivrent de la compétence et qui permettent à des gens qui entrent dans l'organisation d'augmenter en compétences et de développer des compétences à la fois comportementales, mais également des compétences techniques qui sont, je dirais, d'une grande valeur et d'une grande richesse, utilisables et transférables dans d'autres domaines d'activité d'ailleurs que l'industrie automobile. J'en veux pour preuve les organisations en Autonomous Product Unit, les organisations en équipe autonome, où vous avez effectivement des gens qui ont, je dirais, moi je me rappelle chez Valeo, il y avait des gens il y avait des grilles de multiskilling, comme on disait à l'époque, qui permettaient à des gens sur des unités individuelles de travail, enfin collectives, des équipes de 5, là, où chacun était capable de réaliser l'activité, de faire de la maintenance de premier niveau, de faire de la qualité, enfin bref, tout le bazar et son train. Et voilà, donc je voudrais insister, c'était un peu ça ce que je voulais dire, c'est que finalement, les compétences, elles sont, enfin les constructeurs, ils en donnent beaucoup et à tous les niveaux de l'organisation. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand vous disiez tout à l'heure, je suis pas sûr que je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous disiez que il y avait personne qui faisait partie des best employeurs. Moi aussi, il me semble, alors peut-être pas du niveau global, je dirais, dans les grandes enquêtes, mais quand vous regardez site par site, où voilà, vous avez des sites qui sont best employeurs, ou même des entités au sein de grands groupes qui ont ce label-là. D'ailleurs, assez souvent, peut-être plus dans des pays de réimplantation, donc je dirais en Amérique du Sud ou en Asie, que dans les pays traditionnels de l'activité. Voilà ce que j'avais envie de dire. Oui. Moi, je suis persuadé qu'il y a des effets de mode. C'est pas parce que je suis dans l'industrie automobile, après avoir été dans une autre industrie, mais je pense qu'en effet, L'Oréal, c'est bien, tant mieux. C'est pour numéro 1, Air France aussi, bon très bien, encore qu'Air France. Bon, oui, donc et puis on voit que dans le deuxième peloton, on a fait le brick and mortar et puis un peu plus derrière, etc. Bon, moi je pense qu'on peut remonter facilement la pente parce que les gens qui sont chez nous n'ont pas tellement envie de partir. Donc ils y sont bien, et ils s'y sentent bien, que ce soit des ouvriers ou des employés ou des cadres. Donc j'ai envie de dire, le challenge que vous nous offrez, c'est de parler mieux de l'industrie automobile. Et il faut qu'on le fasse ensemble et en s'appuyant aussi sur la filière automobile. J'ai même envie de dire que les politiques, la façon dont ils parlent de l'industrie automobile, ça a un rôle sur les jeunes. Donc c'est un tout, c'est pas seulement les constructeurs et les sous-traitants, c'est la façon dont on supporte l'industrie automobile au niveau global dans un pays, voire européen. Alors, avant de démarrer la séance ou la session de questions-réponses, j'ai encore un élément. Enfin, j'ai tellement de questions en tête, mais
j'aimerais bien aborder un élément spécifique concernant le développement des compétences. Alors, certaines entreprises dans le monde de l'automobile ont une politique fort développée en matière de mobilité fonctionnelle, donc de job rotation, pour développer les connaissances et les compétences de leurs travailleurs. Bon, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Et en quelle mesure les résultats sont vraiment mesurables en termes de valeur ajoutée, de motivation et de rétention? Il est clair que la mobilité professionnelle est presque une valeur que nous portons et que nous proposons à tous les collaborateurs, avec plus de difficultés vers le monde ouvrier qui est un peu moins mobile, encore que les mondes des techniciens et des cadres. Bon, pour vous donner un chiffre, chez PSA Peugeot Citroën, nous considérons qu'à peu près 25% des cadres et agents de maîtrise bougent chaque année, sur l'ensemble du périmètre, en tout cas en France. Bon. Oui, 1 sur 4. Bon, voilà. Et ce n'est pas la mobilité pour la mobilité, c'est à la fois progresser dans son métier, aller plus loin dans la compétence technique, et puis progresser dans le groupe et la diversité des filières et des métiers qu'il propose. Nous avons une structure, je l'ai dit, en filière métier. Nous avons 20 filières et 113 métiers. Et ce qui est très important chez nous, c'est que le développement des compétences n'est pas porté par l'organisation hiérarchique. Elle est portée par les filières et les métiers. Donc un patron de métier chez nous, le patron de la peinture, de l'emboutissage, de l'électricité électronique, de l'informatique, des achats, ça peut être un responsable opérationnel, mais c'est d'abord un responsable métier. Et donc son rôle, ça va être pour son métier de définir la prospective de son métier à 3-5 ans, et de définir, et là, en lien avec les écoles, c'est un domaine que nous essayons d'approfondir, de définir quelles seront les compétences attendues dans 3 à 5 ans pour son métier. Et je vous prie de croire que ce n'est pas un exercice facile. Et ensuite, de décliner cette prospective métier de manière opérationnelle dans les processus ressources humaines de montée en compétences. Et donc, ce que nous développons avec les patrons métiers, c'est des outils de montée en compétences où on va en permanence mesurer l'écart entre la cible de compétences fixée par un métier donné et l'état des lieux du collaborateur en question. Et ça, alors c'est peut-être une spécificité PSA, en tout cas ça marche bien, et nous allons préserver cela parce que c'est vraiment le cœur du cœur, j'ai envie de dire, de la compétence automobile. C'est que chaque collaborateur, s'il le souhaite, et nous le poussons à le faire, puisse se situer par rapport à une exigence métier et bâtir son progrès ou sa montée en compétences en fonction de cette cible, avec de la formation, du développement personnel, des missions temporaires, des missions techniques, etc. Donc c'est tout cet arsenal, celui de montée en compétences, qui nous permet de soutenir la mobilité professionnelle. Ce n'est pas la mobilité pour bouger, c'est d'abord pour, bien sûr, répondre à un besoin de l'entreprise, c'est le point de départ, mais aussi pour faire en sorte que chaque collaborateur retrouve son profil de compétences et sa montée en compétences pour le plus grand bien de l'entreprise. Sur ce sujet-là, je pense que ça nous ramène à une réflexion sur finalement un des drivers aujourd'hui de l'évolution qui est finalement la longévité. Tout le monde aujourd'hui, on s'en rend compte, a une carrière qui est de plus en plus longue. Donc, qui dit carrière de plus en plus longue, dit compétences à acquérir, puisque ça veut dire multicarriérisme. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des gens qui vont faire plusieurs métiers dans leur vie. Et il est critique, à mon sens, de se préoccuper non seulement de leur employabilité immédiate, mais également de la capacité qu'ils ont à pouvoir, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, on en parlait encore, sur qui est capable aujourd'hui de dire finalement quel sera le véhicule de dans 5 ans ou quel sera le véhicule de dans 10 ans, ou est-ce qu'on aura toujours une industrie automobile avec des usines à tel ou tel endroit. Et bon, voilà. Donc cette réflexion finalement sur son employabilité et sur sa capacité d'adaptation et sur l'appréhension finalement de nouvelles compétences de manière transférable, de manière à pouvoir œuvrer et gagner sa vie dans différents domaines, hors peut-être d'ailleurs de l'industrie automobile, me paraît être un élément critique aujourd'hui pour l'ensemble des salariés. Okay. Alors, la parole est à vous.
Lorsque vous posez une question, peut-être présentez-vous et citez l'entreprise que vous représentez. Alors, est-ce qu'il y a une question? Bernard Meillot-Rousseau, donc je représente la plateforme de la filière automobile. Merci à vous cinq pour nous avoir brossé un panorama que j'ai trouvé complet de cet aspect des compétences. Un merci, j'allais dire tout particulier à Eric Constant, puisque une des deux remarques que je m'étais faites, c'était effectivement que on s'adressait, et il faut s'en occuper, au haut de la pyramide et pas du tout à la plus grosse partie de la pyramide. Et là, force est de constater quand même que l'attractivité de la filière n'est pas forcément tout à fait au rendez-vous de ce qu'on serait en droit d'attendre. Et ça commence très tôt, hein, ça commence, j'allais dire, dès la classe de 3e, où là, vraiment, on a à serrer les coudes et à faire en sorte que tous ensemble, tous les acteurs de la filière, on puisse mieux valoriser les métiers auprès des jeunes, auprès de leurs parents, et auprès, bien sûr, de tout le système éducatif. Et ce que je remarque, c'est lorsque les industriels de la filière, quelque niveau qu'ils soient, quelle taille peuvent-ils avoir, quand ils ouvrent leurs portes, quand ils montrent finalement ce qui se passe dans l'usine, appelons les choses ainsi, et il peut y avoir aussi les bureaux d'études, bien évidemment, eh bien, en règle générale, mais très forte, je dirais, les jeunes, les parents, les enseignants découvrent avec, j'allais dire, un peu de stupéfaction, finalement, tout ce qui se passe dans une usine et toute la richesse, justement, des métiers de l'industriel et, bien sûr, de l'automobile. Donc, je crois vraiment qu'il faut que nous continuions à pousser dans cette direction-là. Et puis, la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que quand on parle de spécificité aussi du monde de l'automobile, c'est un point, je pense, qui n'a pas été soulevé. N'oublions jamais que nous avons affaire, et ça a été dit cela, à des produits plutôt complexes, que ce soit des sous-systèmes, j'allais même dire que ce soit déjà le composant, parce qu'on verrait des composants extrêmement pointus, dont on n'a même pas idée qu'ils puissent l'être autant. Hein. Je parle même du composant, du sous-système, du système, du produit automobile. Alors je fais un geste, on pourrait croire à la voiture, mais il n'y a pas que la voiture, on a des boîtes de vitesse, on a des moteurs, des produits complexes, volumiques, mais que l'on produit à très haute cadence. Et ça, je crois que c'est une des rares, enfin c'est peut-être la seule industrie où on a ce melting pot d'ensemble d'un contexte un peu compliqué. N'oublions jamais qu'une unité terminale produit une voiture, allez, pour les très bonnes, de l'ordre d'une voiture toutes les 54 secondes, donc moins d'une minute. Hein, et donc on peut imaginer tout ce que ça inclut derrière lorsqu'il faut assembler 3 000 ou 5 000 références et puis faire en sorte que quand vous tournez la clé, la voiture elle sort de l'usine et toute la logistique derrière pour aller la livrer dans le réseau est là. Donc je parle de la voiture. Hier à table on parlait des organes mécaniques, moteurs et boîtes de vitesse. On produit un moteur toutes les 30 secondes dans les usines un peu performantes. Donc ça je crois que c'est une spécificité aussi de savoir appréhender la conception d'un produit complexe avec bien sûr un prix de revient qui est, avec la compétition que nous connaissons, qui est un gros problème, à de très hautes cadences et le niveau de qualité attendu. Voilà ce que je voulais dire. Bonjour, Pierre Fellman, Alliance Emploi. Nous sommes un groupement d'employeurs, donc nous sommes un peu au cœur du sujet puisque nous mettons à disposition des personnels et donc des compétences, notamment auprès des grands acteurs de l'automobile de la région Nord-Pas-de-Calais. Je voudrais revenir un petit peu sur le sujet. La majorité des personnels, notamment en région Nord-Pas-de-Calais, est du personnel de production. Quelle est votre vision de la gestion des compétences, de l'évolution des compétences de ces personnels, tant au niveau métier qu'au niveau de la gestion de la pyramide des âges, parce que c'est un problème que nous rencontrons également en région. Et comment voyez-vous cette gestion ? J'ai commencé tout à l'heure mon propos en disant que la branche automobile de PSA, c'est 53% d'ouvriers, donc bien entendu, ils sont au cœur du système. Mais j'ai envie de dire presque paradoxalement que la gestion de la compétence chez les ouvriers est plus en avance que celle des TAM et des cadres. Pourquoi ? Parce que
au moment des grandes crises de l'industrie automobile il y a 15-20 ans, les RH de l'époque ont pris les devants et ont bâti des systèmes de polyvalence au poste, que vous connaissez très bien, de formation sur le poste, qui ont répondu en partie à cette question-là. Et moi, je constate aujourd'hui que nous avons, alors bien sûr, il faut le renouveler, l'entretenir, mais un système de développement des compétences des ouvriers, qui s'appelle SCOP chez nous, qui permet en permanence de vérifier la situation de chaque opérateur sur le champ de compétences qui est celui de son métier. Et donc, il s'auto-évalue chaque année, c'est validé par le responsable, et il progresse ainsi non seulement bien entendu dans les coefficients, puisque c'est lié aux accords salariaux, mais aussi dans la compétence de son métier et de son poste. Donc, je dirais que le problème pour moi est plus dans la pertinence du métier. C'est-à-dire que le métier en permanence, encore une fois, voit un coup d'avance sur l'industrie automobile, j'ai envie de dire, sur son métier dans l'industrie, et puisse déterminer le bon référentiel qu'on va ensuite appliquer sur le terrain. Maintenant, et j'en terminerai par là, il est clair que nous avons des besoins de recrutement nominaux chez les opérateurs qui restent élevés, soit sous forme d'intérim, soit sous forme de CDI. Nous cherchons de manière quasiment permanente des conducteurs d'installation, des usineurs, des retoucheurs, des régleurs, des fraiseurs, des soudeurs, des chaudronniers, etc. Tous ces métiers qu'on a du mal à trouver et qui sont absolument clés. Donc il y a de l'avenir pour ces métiers-là, il y a de l'avenir pour les métiers ouvriers, ne serait-ce que parce que c'est eux qui font tourner la boutique et la ligne de montage en particulier. Peut-être juste un petit mot, et pour rebondir sur ce que vous aviez dit sur la pyramide, et que nous n'avions parlé, enfin moi en particulier, que des ingénieurs, ça c'est tout à fait vrai. Moi je m'élève contre le message de la société. Aujourd'hui, le message de la société, c'est de dire il vous faut un baccalauréat, il vous faut après ça une licence, c'est tout juste, il ne vous faut pas nécessairement un bac plus 5 pour pouvoir réussir sa vie professionnelle. Au détriment de la richesse des métiers, des formations professionnelles de qualité qui peuvent ouvrir à de très belles carrières en entreprise. Et là, il y a un vrai décalage qui fait qu'après ça, ces compétences spécifiques, très professionnelles, eh bien, on en détourne la jeunesse parce qu'on a un message là qui dit, bon, bah voilà, sans baccalauréat, tu réussiras jamais ta vie, ou maintenant, c'est sans bac plus 5. Et la prochaine étape, ce sera sans doctorat, tu ne pourras pas réussir ta vie. Et on n'en sortira pas. C'est un point de complément. Il y a parce que l'esprit d'escalier, une compétence qui nous manque de plus en plus, c'est les compétences de management de terrain. Ou management intermédiaire, si vous préférez. Ce qu'on appelle chez nous des responsables d'unité. Donc le premier niveau de management, le deuxième niveau de management, des métiers vraiment d'animation quotidienne de la performance sur site industriel. Ça, c'est un domaine sur lequel nous avons du mal à recruter et sur lequel nous devons réfléchir. Serge Tichkevitch, Association Émiracle. Je voudrais revenir sur une question qui va se poser avec l'ouverture des programmes européens Horizon 2020, et en particulier sur le démarrage d'un KIC, les communautés de la connaissance, sur l'Advanced Manufacturing Technology. Dans ce cadre-là, tout est misé aujourd'hui sur une notion qui s'appelle Teaching Factory, qui est en fait un peu une copie de ce qui se passe actuellement dans le monde médical, où on va former les docteurs ou les chirurgiens, en fait, en internat, dans l'hôpital, directement sur les lieux. Alors, ma question est plus au monde industriel, la représentante PSA. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde industriel serait prêt à effectivement ouvrir ses usines pour recevoir, dans le cadre des formations, les futurs ingénieurs, techniciens, et voire même ouvriers, parce que je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans un LEP et en train d'apprendre du tournage, s'il était effectivement dans un milieu industriel, il serait peut-être un petit peu plus actif et un peu plus motivé. Est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à ce qu'on change la façon dont on travaille, à savoir les relations industrie-université, grandes écoles, pour pouvoir effectivement avoir une plus grande coordination, pour pouvoir mettre effectivement ces centres de formation chez vous, parce que on parlait tout à l'heure de compétences techniques, on peut les faire dans les grandes écoles. Là, on aurait aussi des compétences comportementales en ayant des projets réels, industriels, avec la vraie grandeur en fait, de l'industrie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer et est-ce que des discussions peuvent se faire d'ici 2016 où va démarrer effectivement ce KIC Advanced Manufacturing? Permettez-moi de compléter votre question, parce que j'ai un tout petit peu étudié le modèle suisse, qui est extrêmement performant en matière d'insertion dans le marché du travail des jeunes.
Ils ont le taux de chômage des jeunes le plus bas en Europe. Et comment font-ils? C'est par l'intégration des jeunes via l'apprentissage. C'est un système très structuré et on ne parle pas d'ailleurs uniquement des ouvriers, c'est aussi dans les commerciaux, etc. Donc je voulais quand même... Oui, bien entendu, monsieur, merci de votre question, parce que c'est fondamental pour l'avenir même de l'industrie automobile. Si nous voulons renouveler ces compétences, il faut qu'on développe l'apprentissage. Il y a un cadre réglementaire en France qui est précis, puisqu'on doit atteindre 5% des effectifs inscrits en apprentissage à l'horizon 2015. Donc la loi nous y mène. Il est clair qu'il faut pouvoir juguler, combiner le coût de l'apprentissage, puisque ça représente des sommes importantes, en particulier pour un groupe comme PSA qui est en difficulté, et puis l'intérêt d'avoir des apprentis pour apporter du vent frais, des méthodes nouvelles, tester leur capacité opérationnelle et puis préparer l'avenir. Donc nous relançons là, cette année, l'année prochaine, une vague d'emplois jeunes. Nous avons eu jusqu'à 5000 emplois jeunes en 2010. Nous sommes passés par un creux à près d'1 millier et nous repartons pour 2014-2016 avec une ambition de 2000 à 2500 apprentis dans le groupe PSA en France. Et c'est bien par ce biais-là, par l'apprentissage sur le terrain, à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit contrat de pro, contrat d'alternance après le bac, que nous souhaitons développer cette fertilisation croisée entre école et entreprise. Et pour terminer, nous avons 25 partenariats avec des écoles cibles, écoles et universités cibles dans le monde, dont une vingtaine en France. Et donc tout l'enjeu, c'est de bâtir des partenariats très amont avec les écoles pour définir avec eux, vous l'avez dit, très clairement des sujets de recherche et de conception, et puis accompagner ces écoles jusqu'à l'apprentissage, en mettant les étudiants en situation d'apprentissage, et si possible en transformant ces apprentis en CDI, et ça c'est une autre histoire. Juste un petit complément, l'apprentissage c'est une filière qui marche bien et de mieux en mieux, je dirais, puisque maintenant, pas mal d'écoles d'ingénieurs aussi ont des filières par apprentissage. Mais attention, actuellement, dans notre notion d'apprentissage, tout au moins telle qu'on la vit en France, on a une formation qui est en fait duale, une partie en établissement, une partie dans l'industrie. Et à ma connaissance, il y a quand même relativement peu de relations entre les deux parties. Nous, ce que l'on pense dans le Teaching Factory, c'est avoir beaucoup plus une intégration, effectivement, de l'académique dans l'entreprise, de l'entreprise dans l'académique, pour qu'il y ait effectivement ce dialogue qui existe. Je crains malheureusement qu'aujourd'hui, l'apprentissage soit un petit peu encore limité dans ce domaine-là. Donc je crois qu'il faut qu'on aille plus loin et qu'on pense beaucoup plus une insertion que simplement cette dualité. Bon, nous avons encore le temps pour 2-3 questions. Oui. Encore une question. Bon, plutôt qu'une question, c'était pour rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur. Et il y a je pense, au moins un exemple en France qui mérite d'être cité, d'après les explications qu'on a pu me donner, c'est le lycée Airbus à Toulouse, où là, vraiment, vous avez intégration complète de l'enseignement et de la factory, puisqu'il y a quelques mètres à faire pour se retrouver directement sur le sol. Et je pense que là, on pourrait prendre exemple là-dessus. On me fait signe, il y a un repas qui nous attend et surtout la possibilité de faire un tout petit peu de networking. Alors, je vous remercie de votre présence et je vous demanderai quand même des applaudissements pour les intervenants. Merci et bon après-midi.